Bon, sauvé. Très bien. Donc effectivement, alors moi j'ai axé ma présentation sur un sujet sur lequel on a toujours été pas mal sollicité dans le nucléaire, mais alors là depuis l'été 2022, les sollicitations sont de plus en plus fréquentes parce que c'est vraiment la question centrale effectivement dans le sujet environnement, c'est celle de l'eau. Alors bon, moi j'ai pris le thème un peu plus général, eau énergie, parce qu'effectivement vous allez voir qu'il y a des liens entre notamment le nucléaire et l'hydraulique. Alors voilà, j'ai vu que voilà, il est là. En tous les cas, je suis impressionnée puisqu'il y a dans la salle quelques anciens collègues qui pourraient parler aussi bien, voire mieux que moi, de ces sujets. Mais effectivement, voilà, je balayerai assez vite et puis on peut revenir si vous avez des questions. Je redonnerai donc des éléments sur la ressource en eau en France, un sujet qui est regardé de beaucoup plus près depuis 2022 et puis depuis qu'on est dans une démarche très volontariste qui s'appelle le plan eau. Après, je zoomerai bien sûr sur EDF et la ressource en eau. Donc, je viendrai bien sûr très rapidement sur le nucléaire qui nous intéresse, mais je vous donnerai un tout petit aperçu de l'intérêt de notre mix complet avec notamment de l'hydraulique et du nucléaire. Donc, une force importante pour notre production d'électricité décarbonée. Et puis, je viendrai vraiment à l'adaptation au changement climatique qui, aujourd'hui, on a mis dans un plan qui s'appelle ADAPT, dont le nom est bienvenu, comme vous allez le voir, et qui s'articule avec, plus spécifiquement, un plan eau qui nous est demandé, effectivement, et qui va prendre pas mal d'importance. Donc, alors, voilà, les chiffres, vous les aurez. C'est notamment grâce à nos collègues des centres d'ingénierie technique de l'hydraulique qu'on a une véritable force de frappe et une connaissance importante de tout ce qui se passe autour de la ressource en eau. Donc voilà, c'est un rappel, peut-être que c'est évident, mais effectivement, il y a un cycle de l'eau, il y a une voilà, avec un moteur principal qui est l'énergie solaire, mais c'est surtout l'évaporation et la transpiration qui sont le moteur de ce cycle. Et en fait, le changement climatique, les températures plus élevées que l'on connaît, elles accélèrent ce moteur. Et voilà, c'est ça qui rend effectivement le cycle. Alors parfois on dit le cycle est plus rapide, mais effectivement ça rend un cycle également plus marqué dans ses variations, avec plus de violence dans les événements, dans les irrégularités. Alors les chiffres globaux, en fait, ils sont assez. Voilà, on parle en kilomètres cubes par an parce que voilà, la France, ça reste quand même une zone très bien arrosée, assez riche, avec une ressource en eau qui reste abondante, même si on commence à s'intéresser beaucoup plus à l'aspect quantitatif. Mais voilà, on a, vous voyez les grands ordres de grandeur. Ce qu'on appelle la ressource en eau disponible pour les usages, voilà, c'est une centaine de milliards de mètres cubes parce que voilà, c'est de l'eau, la différence entre des précipitations, la transpiration. Il y a des débits, donc ça c'est ce qu'on va trouver dans les fleuves, et très important, presque autant en infiltration. Et sur ces 90 km3, vous avez les réservoirs artificiels. Voilà, environ 10%. Et vous voyez le rôle que joue EDF, puisque c'est voilà, les 3/4 quasiment de ces capacités de stockage artificiel qui sont gérées par EDF. Donc on reviendra, vous verrez que ces chiffres ils reviennent un peu plus loin dans la présentation avec des illustrations qui ont été notamment publiées par le ministère
voilà, qui parle plutôt de 100 milliards de mètres cubes, mais bon, c'est pour montrer aussi que tout ça, c'est quand même des estimations qu'il ne faut pas prendre au pourcent près. Alors, bien sûr, pourquoi on est très régulièrement un petit peu voilà, sollicité, c'est parce que la façon de compter en France, elle est en général basiquement sur l'eau qui est prélevée. Et dans l'eau qui est prélevée, effectivement, donc les prélèvements, voilà, il y a des estimations, donc vous voyez, on est là maintenant, on vient sur une trentaine de milliards de mètres cubes, et sur l'ensemble de ces prélèvements bruts, d'eau douce, hein, là on ne parle pas de l'eau de mer, effectivement les centrales électriques, et c'est-à-dire en France les centrales nucléaires, c'est la moitié. Voilà, c'est quand même des grandes masses. Mais voilà, il y a quand même une spécificité des centrales électriques. Je vais y revenir, je pense que la plupart d'entre vous le savez très bien. Mais on restitue la quasi-totalité de l'eau douce prélevée, et surtout, ça on insiste parce que c'est vraiment ce qui différencie notre usage des autres usages. Elle s'est restituée quasi au même endroit, immédiatement, et c'est quand même une ressource qui est immédiatement disponible pour les autres usages. Donc compter en prélèvement brut, bon, bien sûr ça fait des gros chiffres, dès lors qu'on regarde ce qui est réellement consommé, alors là aussi dans les deux cas, hein, c'est une illustration du ministère qui a été publiée en 2023. En termes de consommation, les centrales électriques restent quand même dans un trio de tête, mais les chiffres sont, entre guillemets, moins massifs, moins impressionnants, puisqu'on représente 12% des usages, 12% des consommations, et quand on va s'intéresser à la disponibilité de la ressource, celle qu'il faut partager avec les autres usages, c'est bien l'eau qu'on soustrait qui est importante, parce que l'eau qu'on prélève mais qu'on remet immédiatement, comme je dis, disponible pour les autres usages, c'est pas le principal enjeu. Le principal enjeu, c'est bien la consommation d'eau. Et quand on parle de consommation d'eau, là, c'est bien les usages agricoles qui se retrouvent en première place, et de loin, hein, avec les 58%, et l'eau potable, enfin toutes les productions d'eau domestique, qui évidemment prennent une part importante, hein, vous voyez, de 26%, et puis on est juste derrière. Alors, ces chiffres, c'est bien sûr des moyennes annuelles. De plus en plus, et ça va être une tendance importante à venir, il va falloir se concentrer sur les saisons, voilà, puisque la période estivale, donc juin, juillet, août, c'est celle qui concentre les tensions. C'est là qu'il y a finalement assez peu, 15% seulement des écoulements, mais 60% des consommations. Et c'est là que là aussi, finalement, les consommations du premier consommateur, qui sont les usages agricoles, la tension sur la ressource, va bien se situer dans cette période, puisque c'est à cette période que voilà, tous les usages agricoles concentrent leurs besoins. Du côté des centrales électriques, la saisonnalité de nos arrêts de tranche, qui est liée à la saisonnalité de la demande en électricité, fait que finalement, on est plutôt à contre-cycle. L'été, on s'organise pour avoir plutôt moins de centrales en production, puisqu'on en a moins besoin. On place les arrêts de tranche, et donc la consommation d'eau va plutôt se positionner en hiver, même si ce n'est pas une saisonnalité aussi marquée que les usages agricoles, mais c'est quand même une bonne nouvelle, elle est à contre-cycle. Voilà, ce n'est pas l'été qu'on a le plus besoin d'eau, c'est l'hiver. Voilà. Alors, ça, c'est effectivement un certain nombre de visualisations qui ont été notamment mises en avant par le ministère lorsqu'on a eu cette prise de conscience très forte en 2022 que, eh ben oui, même en France, il y a des tensions sur l'eau, il y a des territoires en manque d'eau,
et qu'en fait, ces déficits sont, pour certaines régions, chroniques. Il y a évidemment une grande inégalité entre les territoires. Finalement, il y a quand même régulièrement des restrictions d'eau. Après, l'eau, c'est un sujet très local, hein, donc on va avoir, globalement, vous voyez les territoires en tension, ceux sur lesquels il y a eu plusieurs fois des restrictions d'eau, concrètement. Et voilà, il y a un classement qui s'appelle ZRE, hein, qui sont finalement des zones en déséquilibre quantitatif. Finalement, il y en a pas mal. Alors évidemment, ça va concerner soit les ressources superficielles, plutôt dans le sud-ouest, et en Île-de-France, vous savez certainement que la principale, la grosse ressource en eau de l'Île-de-France, ce sont ces nappes souterraines qui sont nombreuses et abondantes. Mais du coup, il y a des zones de tension sur les zones de répartition des zones, on appelle ça, aussi sur les zones souterraines. Alors, j'aurais pu ajouter la carte du BRGM sur le niveau des nappes cette année. Alors, effectivement, cette année est une année particulièrement, je dirais, favorable pour la ressource en eau, puisque il pleut encore aujourd'hui, il y a plus énormément. On a vu le mois dernier le directeur du BRGNF qui nous a présenté une carte qui est passée du rouge au bleu, hein, il y a une espèce de baromètre de l'état des nappes en France, qui est vraiment le point significatif. Donc c'est vrai que voilà, cette année est très favorable, mais c'est clair que des années comme 2022, des années en tension, vont revenir, vont être plus fréquentes. En tendance, on est clairement sur une augmentation du nombre de jours de sécheresse par an. Donc on le voit mieux. Là en bas, vous voyez effectivement un comptage depuis 70 et puis une projection. Des évolutions de débit. Donc là, vous avez des chiffres qui ont été établis par un projet qui s'appelle Explore 2070. Donc, qui va... et c'est intéressant parce que ce consortium scientifique, piloté par l'INRAE, dans lequel on retrouve les principaux organismes qui sont capables de fournir des données structurées sur la ressource en eau et le changement climatique. En fait, ce projet Explore 2, EDF en fait partie. EDF est partenaire. C'est la seule entreprise qui fait partie de ce consortium. Et vous en entendrez parler parce qu'à la fin juin, ce projet Explore 2 va publier ces nouvelles estimations de l'avenir de la ressource. Donc, voilà, les chiffres que vous voyez là, c'est ce qu'ils ont publié il y a quelques années. Et donc, on s'attend à ce qu'ils publient des chiffres encore plus sévères, donc avec des précipitations en baisse, des niveaux des nappes en baisse, des débits annuels en baisse, mais c'est surtout les débits estivaux en fait qui vont nous intéresser. Alors, il y a des modèles qui disent pas tous la même chose. Hein. Dans la science climatique, effectivement, on a appris quand même à être prudent et il n'y a pas se focaliser sur une seule modélisation en matière de climat, d'autant que tous ces modèles ils partent de modélisations globales du globe qui sont établies par des équipes internationales, il y en a plusieurs. Et puis après, il faut, de ces modèles globaux, déduire des descentes d'échelle. C'est-à-dire qu'après, il faut travailler à l'échelle de l'Europe, puis à l'échelle de la France, puis à l'échelle des bassins. Et en fait, chaque fois qu'on descend d'échelle, c'est en fait plus difficile de faire des prévisions aux petites échelles que faire des prévisions globales. Donc,
on a, voilà, et puis les équipes scientifiques peuvent fournir des modèles qui peuvent être assez contrastés en fait sur leur pronostic. Autre chose qui est assez difficile à faire, parce que souvent on parle des températures, mais quand on passe à la ressource en eau, c'est plus difficile, parce que là, il faut vraiment des compétences particulières. En fait, la France se trouve dans les modèles globaux, je pense qu'on le verra quand il y aura les publications Explore 2, c'est un peu une zone charnière. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de modèles qui, ça peut être peut-être un peu paradoxal, qui, sur l'Europe du Nord et sur le nord de la France, prévoient pas forcément une baisse des précipitations, peut-être une hausse. Par contre, surtout dès qu'on passe le 50e parallèle et qu'on est sur le bassin méditerranéen, là, on est sur plutôt une aggravation et des baisses. Mais finalement, la France est un peu à la limite, donc parfois il y a des modèles qui disent des choses voilà, un petit peu différentes les uns des autres. Et on estime qu'on aura peut-être aussi une situation contrastée entre le nord de la France et le sud. Par contre, dans tous les cas, les contrastes entre l'été et l'hiver, entre les pluies seront plus intenses, moins fréquentes, mais plus fortes, plus concentrées. Donc même si les moyennes peuvent être finalement un peu rassurantes dans certains cas, les contrastes entre saisons, les contrastes entre années, eux, ils vont s'aggraver. Donc de toute façon, on n'est pas sorti et on est plutôt sur une évolution qui est difficile pour l'ensemble de nos systèmes. Donc effectivement, on peut... voilà, moi j'ai repris voilà, la façon dont le ministère a présenté son plan eau, hein, donc en insistant sur la baisse de la ressource disponible à cause du changement climatique, en mettant en regard en fait, hein, que cette baisse, si c'est moins 25 à moins 50 milliards d'eau disponible, c'est presque, enfin c'est 4 fois, enfin voilà, c'est des ordres de grandeur élevés par rapport aux prélèvements actuels. Donc la sobriété quelque part est un chemin vers lequel il faut aller. C'est vraiment le message qui a été passé. Et c'est pour ça qu'on a été engagé aussi dans des plans de sobriété hydrique qui sont déclinés par l'ensemble des acteurs. Voilà, donc je vais un point qui est souvent moins développé également, c'est que c'est la qualité de la ressource qui va être impactée. Voilà, on aura moins d'eau moins souvent, mais surtout, en fait, ça va avoir des impacts sur la qualité. Alors, il y a des effets de température, donc clairement, nous qui suivons de très près les questions de température d'eau, on voit très très bien l'évolution déjà depuis plusieurs dizaines d'années. Graduellement, les cours d'eau se réchauffent. Et centrale ou pas centrale, ils se réchauffent. Ils se réchauffent et les écosystèmes qui sont dans nos rivières, ils changent, ils évoluent. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est assez simple à dire, mais les poissons qui aiment les eaux froides, on les trouve de moins en moins, enfin, ou de plus en plus vers le nord ou en altitude. Et nos fleuves sont colonisés par des espèces qui préfèrent les eaux plus chaudes. Bon, ça paraît assez simple à dire comme ça, mais on a quand même des scientifiques, enfin, nous on a des programmes justement de recherche, et j'y reviendrai. Ah mince alors. Ben non, alors il faut pas arrêter. Comment vais-je faire? Ah, merci. Voilà. Donc on est capable de documenter précisément ces évolutions. La qualité d'eau voilà, on estime qu'elle pourrait se dégrader puisque bon, il y a une moindre capacité de dilution. En fait, le problème de la température d'eau, c'est un problème d'oxygène pour les organismes. Enfin, c'est quand même intéressant, ça j'y reviendrai parce que finalement, voilà, c'est pas la température en soi, hein, c'est la disponibilité de l'oxygène dissous voilà, qui est le point clé.
Voilà, on s'attend à observer voilà, des phénomènes qui vont accentuer voilà, des phénomènes pas très agréables d'anoxie, voilà, de développement, indésirable, notamment d'eutrophisation. Et puis, ça, je pourrais revenir si vous voulez, mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que les zones les plus en tension, probablement à court terme pour l'eau douce, eh bien, ce sont les zones littorales. Et nous, aujourd'hui, on voit clairement que les zones de stress hydrique, eh bien, c'est d'abord, ça peut paraître paradoxal parce que nos centrales de bord de mer, ben, elles ont une source froide abondante puisque le refroidissement se fait par la mer. Donc là, très bien. Par contre, elles sont, comme toutes les industries, elles ont besoin d'eau douce pour le process industriel. Et en fait, les réserves d'eau douce se raréfient, les biseaux marins remontent, les fleuves côtiers sont en stress. Et en fait, à court terme, c'est probablement là qu'on aura les premières questions. Voilà, donc voilà, une petite synthèse. Ce qui est clair, c'est que les températures vont augmenter et donc elles vont accélérer ce moteur principal qui est l'évapotranspiration, les pertes d'eau. Ça accélère aussi donc, l'ensemble des besoins d'eau. Les volumes d'écoulement vont se réduire, bon, au moins 10% d'ici 2050, on verra ce que dira Explore 2. L'évolution des précipitations, c'est incertain, comme je vous ai dit. Il se pourrait bien que la France soit en transition avec peut-être un peu plus de précipitations en moyenne au nord et par contre beaucoup moins au sud, mais voilà, ce n'est pas la moyenne qui va compter, c'est les contrastes saisonniers qui vont certainement s'amplifier. Et donc, voilà, les conséquences, c'est des étiages longs, plus précoces, plus intenses, avec des épisodes de recharge de nappes voilà, plus rares. Voilà. Et peut-être que l'année 2024, qui est une année faste pour la recharge des nappes, voilà, on ne sait pas si elle reviendra souvent. Un sujet aussi sur la neige, parce que la fonte avancée de la neige et les moindres apports de neige, c'est aussi une difficulté. Alors, c'est notamment parce que, en fait, la neige, c'est une façon formidable de stocker la ressource en eau. Et c'est complètement intégré dans la gestion des barrages par EDF Hydraulique. Et voilà, et on suit aussi le fait que cette ressource et puis ce tampon de gestion, il diminue lui aussi. Et puis les glaciers, ça vous le savez, c'est dramatique, les glaciers disparaissent à grande vitesse. Les besoins pendant ce temps-là vont augmenter, notamment à l'agriculture. La qualité va sûrement se dégrader. Donc voilà, le changement climatique, c'est vraiment un facteur de tension qui renforce la question du partage et de la gestion de la ressource. Et donc c'est tout à fait légitime que effectivement les questions sur le changement climatique soient très liées à l'eau et que de ce point de vue-là aussi, en tant que utilisateur, parmi les premiers utilisateurs d'eau, on est très sollicité pour donner à voir notre plan d'action. Alors, je voulais faire un petit point aussi, parce que quand même en France, on a une ressource en eau qui va se dégrader, on commence à la regarder de plus près, mais on a aussi une gouvernance de l'eau qui est plutôt un système assez remarquable et malheureusement pas très connu. Mais il faut savoir que, et on va fêter l'anniversaire, les 60 ans, il y a vraiment une date clé dans la gestion de l'eau, c'est 64, avec une loi sur l'eau, la première du genre, qui a finalement mis en place beaucoup des structures qui aujourd'hui sont à l'œuvre pour gérer la ressource dans une logique de bassin. C'était vraiment ça la nouveauté. C'est quelque chose qui n'est pas très connu parce que finalement, en France, on a des divisions administratives, les départements, les régions.
Mais quand on parle d'eau, c'est bancal, parce qu'il y a une logique physique, une logique de bassin. Et ben justement, depuis on s'est doté d'une gouvernance de l'eau, eh ben, elle a été fort intelligemment établie par bassin hydrographique. Et, donc ça transcende les limites administratives. Et voilà, c'était quand même une idée forte à propos et fort bien pensée, je pense. Bon, alors après, il y a eu pas mal d'étapes. Ce qu'il faut, voilà, ce qu'on peut dire pour vraiment schématiser, c'est que en fait, dans les années 60-70, voilà, vraiment le sujet prioritaire, c'était la pollution. Pollution industrielle, pollution domestique, avec quasiment pas d'équipement, des stations d'épuration, des situations dramatiques en termes de pollution des cours d'eau. Et finalement, ce qui a été mis en place, c'est des systèmes de redevances permettant de financer des investissements pour dépolluer, pour traiter les eaux. Donc, et de ce point de vue-là, honnêtement, ces politiques ont très bien marché, ont marché. La qualité de l'eau s'est notablement améliorée en France. Alors, voilà, c'est comme la qualité de l'air, c'est pas très connu, mais en fait, objectivement, si on prend les indicateurs de qualité, il y a un énorme chemin qui a été parcouru. Alors vous me direz, on partait de très très loin, hein, parce que la situation était vraiment très mauvaise. Elle est encore pas suffisante, puisque avec la directive cadre sur l'eau, on a par bassin des objectifs d'amener la majorité des masses d'eau en bon état. Bon, il y a beaucoup de bassins où on en est loin, en particulier en Seine-Normandie. On est encore très loin de cet objectif. Voilà, il y a toute une batterie d'indicateurs très précis sur les masses d'eau. Voilà, en Seine-Normandie, hein, qui est le bassin pertinent qui va de la Côte d'Or jusqu'à la Normandie. Voilà, on est plutôt à 30% de masse d'eau en bon état. Donc c'est pas satisfaisant en soi. Mais il y a eu un chemin important de parcouru, objectivement. Et pour notre bassin, encore récemment, le plan baignade, le plan baignade qui finalement va amener encore une amélioration de qualité pour les JO. Voilà, ça a été aussi un effort très conséquent. Hein. On parle d'1 milliard d'euros d'investissement pour améliorer l'ensemble des systèmes d'assainissement des zones en amont de Paris. Donc on était très focalisé sur ces questions de qualité. Et en fait, et ça c'est plus récent, alors en gros depuis 2020, il y a commencé à apparaître des questions de tension entre les usages et notamment de place de l'agriculture, avec un moment qu'on a appelé le Varenne agricole de l'eau en 2021. Où le monde agricole a voulu repositionner son rôle et sa place. Et puis surtout, en 2023, vraiment parce que l'été 2022 a été une sorte d'électrochoc en matière de conscience sur la ressource en eau, le gouvernement a construit en un temps assez bref un plan eau avec 53 mesures qui sont assez conséquentes. Hein. Voilà, on est sur 300 millions d'euros. Voilà, donc je l'ai dit rapidement, voilà, la gestion de l'eau en France, c'est un comité national de l'eau, une instance nationale consultative. Bon, ça, c'est pas original, il y en a dans tout. Donc, ce qui est original, c'est ce que je disais, hein, c'est les approches par bassin. Donc, vous voyez les 6 bassins en France. Et pour chacun de ces bassins, il y a une sorte de parlement, un comité de bassin dans lequel sont représentés les services de l'État, les usagers économiques, les associations de consommateurs de protection de l'environnement. Et vu l'enjeu pour EDF de la ressource en eau, nous sommes organisés depuis très longtemps pour représenter les producteurs d'électricité dans chacun de ces bassins. Voilà, donc je le dis parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui permet d'avoir au niveau du territoire une concertation. Et puis, de plus en plus... Ah mince, qu'est-ce qui se passe ?
Voilà, pardon. Et notamment ça, c'est une orientation du plan eau. Il faut descendre encore plus bas que le bassin, parce que le bassin, c'est une échelle énorme. Donc voilà, plus localement, on a des commissions locales de l'eau. Donc là, c'est pareil, des instances de concertation et de pilotage pour définir des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc le plan eau du gouvernement, ça je ne vais pas détailler plus, mais il y a 53 mesures pour la sobriété des usages. Il y a un chiffre clé là, qui a été donné, notamment pour tous les acteurs industriels, c'est de viser 10% de réduction des prélèvements d'ici 2030. Donc voilà, ça c'est un objectif sur lequel l'ensemble des industriels, la plupart des industriels se sont aujourd'hui engagés pour aller vers cet objectif. Nous aussi, on s'est engagés, j'y reviendrai. Alors par contre, on s'est engagé de façon précise, c'est-à-dire que une centrale nucléaire, vous le savez, c'est comme une plateforme industrielle, c'est une usine, il y a beaucoup de bâtiments, il y a des consommations d'eau industrielles, des réseaux. Voilà. Et donc, on a considéré que sur ce périmètre-là, sur ce qui se passe sur la plateforme industrielle, l'eau qu'on utilise pour notre process, l'eau potable, toutes ces eaux-là, on va s'inscrire sur ce même objectif de 10% d'économie. Par contre, aujourd'hui, techniquement, ce qu'on ne sait pas faire, c'est appliquer des objectifs de ce type-là sur nos prélèvements pour le refroidissement ou des prélèvements qu'on fait maintenant régulièrement parce qu'on a installé des pompages ultimes, notamment des pompages en nappe pour le secours en cas d'accident grave. Ça, c'est une des suites de Fukushima. Évidemment, ça, c'est des nouveaux prélèvements puisque ces pompages, il faut les essayer régulièrement. Et donc là, évidemment, on ne va pas chercher à réduire. On est quand même obligé de faire les tests de sûreté tels qu'ils doivent être faits. Voilà. Donc j'y reviendrai. Et ce plan eau, il porte aussi pas mal de, entre guillemets, de promesses, je vais l'appeler comme ça, sur les questions de réutilisation des eaux usées et traitées. Donc un sujet qui est très réglementé en France. On a des réglementations qui limitent énormément la réutilisation des eaux usées, alors que d'autres pays le pratiquent de façon extrêmement importante. Voilà, donc là, il y a tout un travail réglementaire avec les autorités sanitaires pour déverrouiller ces verrous réglementaires. Ça avance, pas vite, mais ça avance. Voilà. Donc, pour EDF maintenant, alors pour nous c'est très important, la ressource en eau, et c'est très important par rapport à nos plans d'adaptation au changement climatique, c'est même central. D'abord, effectivement, se rappeler que l'eau, les installations d'EDF sont souvent au carrefour, mais dans tous les cas, c'est un bien commun. C'est pas EDF qui est propriétaire de l'eau, même si on en est souvent un gestionnaire. Et finalement, 90% de la production d'EDF est liée à la ressource, que ce soit pour la production thermique, j'y reviendrai, c'est notre sujet, mais c'est quelque part la matière première pour l'hydraulique. Donc, les capacités du groupe, alors en fait, ce qui est illustré là, vous voyez, voilà, ça c'est les capacités installées, et vous voyez le petit halo bleu clair autour, mais ça vous montre la proportion finalement de nos moyens de production qui sont liés à l'eau. Donc c'est l'essentiel en fait. C'est de la production thermique. Aujourd'hui, on utilise de l'eau pour la source froide et l'hydraulique. Donc voilà, il n'y a guère que les autres ENR qui sont liés avec la ressource en eau. Donc la particularité également, c'est que, et ça c'est vraiment un savoir-faire de nos collègues du parc hydraulique, c'est que nos collègues de l'hydraulique, de toute façon depuis très longtemps, leur métier c'est de parler avec l'ensemble des utilisateurs de l'eau parce qu'ils sont au carrefour du multi-usage. Donc un acteur engagé du multi-usage, c'est vraiment du vécu.
parce que tous les jours, les gestionnaires de barrages, voilà, ils discutent avec des fédérations de kayak, des pêcheurs, des industriels en amont, en aval, l'eau potable, l'agriculture. Voilà, c'est vraiment voilà, un rôle clé et qui s'est avéré être encore plus important et qui va sûrement prendre encore plus d'importance à l'avenir. Le meilleur exemple de multi-usage qu'on cite souvent, vous connaissez peut-être la situation du lac de Serponçon dans les Hautes-Alpes. Donc c'est un magnifique barrage construit dans les années 60 qui finalement a été voilà, qui sert aujourd'hui non seulement aux usages électriques, puisqu'il y a une belle production d'électricité, aux usages agricoles et qui a aussi amené énormément de tourisme. Je crois que l'essentiel de l'économie des Hautes-Alpes repose sur le lac. Et en fait, la gestion de la côte de ce lac est absolument clé, puisque c'est de la côte de ce lac que va dépendre la réussite de l'année touristique, la possibilité d'irriguer, puisqu'en aval, nous avons des irrigants. Et ça a été particulièrement illustré en 2022, hein, et EDF a été particulièrement précautionné dans sa gestion de la ressource et a été vraiment le modérateur entre différents usagers qui étaient plutôt en conflit entre eux. Quelque part, je vous parlais tout à l'heure du plan eau du gouvernement. En fait, c'est Emmanuel Macron qui a présenté le plan eau. Et en fait, il est venu à Serponçon et c'est à Serponçon qu'il a présenté son plan eau. Voilà, il n'est pas allé par hasard. C'est parce que vraiment le multi-usage, c'est vraiment l'enjeu de l'eau. Donc les centrales nucléaires, elles, bon, les centrales thermiques en général, mais les centrales nucléaires, vous le savez certainement, deux grandes conceptions. Les conceptions, alors plutôt ce qu'on a fait au début du parc nucléaire, quand on a, c'est des concepts, voilà, des centrales dites en circuit ouvert qui sont installées directement sur le fleuve. Donc, c'est des centrales qui prélèvent et qui restituent la totalité de l'eau pour le refroidissement du condenseur. Donc, ce qui est important, c'est restitution de 100%. C'est aussi le design de toutes les centrales bord de mer. Aujourd'hui, toutes les centrales bord de mer, elles prélèvent 100% et elles restituent 100%. Et là, on est sur des prélèvements très conséquents, hein. On est sur des milliards de mètres cubes par an. Donc c'est comme ça qu'on a construit Fessenheim, les premiers Bugey, Tricastin. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a positionné ces premières centrales sur les gros fleuves puissants français. Bon, à partir des années, début des années 80, ce design a été remplacé par un autre design qui fait appel à des tours aéro-réfrigérantes qui changent fondamentalement la façon de refroidir le condenseur. Donc là, on prélève quand même nettement moins d'eau, hein. Vous voyez les chiffres. On fait passer l'eau du condenseur dans une tour aéro-réfrigérante dont la principale qualité, c'est de provoquer un échange de chaleur, non pas avec l'eau du fleuve, mais avec l'air. Et l'échange avec l'air, il se traduit notamment par une partie d'eau qui s'évapore. Et vous savez que, voilà, en thermodynamique, quand on évapore un peu d'eau, on extrait beaucoup de chaleur. C'est très puissant, hein, comme réaction. Le changement d'état est très puissant. Et donc, ça permet, en prélevant moins d'eau, d'avoir pour le fleuve un échauffement proche de zéro. Contrairement effectivement, au premier design, où là, voilà, on prélève beaucoup d'eau, on restitue tout, mais là, on a des échauffements de plusieurs degrés. Donc c'est pour ça qu'effectivement, à partir des années 80, et sur les bords de fleuves, toutes les centrales ont été équipées d'aéro-réfrigérants. Donc c'est pour ça que toutes les centrales en bord de Loire sont équipées d'aéro-réfrigérants. Et puis toutes les centrales ultérieures, bien sûr, Chaux et Civaux du palier N4 ont été équipées.
Voilà. Donc, mais dans les deux cas, quand même, la restitution est conséquente et elle est toujours à proximité du lieu, immédiatement disponible pour les autres usages. Voilà, alors là, il y a quelques chiffres sur ces utilisations d'eau. Donc, c'est vrai que le plus gros, c'est le refroidissement du condenseur. Donc, quand on est en circuit ouvert, on restitue tout, mais on arrive à plutôt 170 litres d'eau prélevée par kilowattheure. Par contre, quand on est en circuit fermé, on prélève moins, mais on consomme un peu, environ un peu plus de 2 litres par kilowattheure pour ce type de centrale. Vous voyez aussi que donc on a d'autres consommations d'eau, celles dont je vous parlais tout à l'heure, des consommations pour la sûreté, puisque voilà, on a installé ces forages pour avoir un appoint supplémentaire en cas d'accident, donc ça c'est quand même important pour la sûreté, mais c'est venu en plus dans nos consommations. De l'eau potable, puisqu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes sur nos sites nucléaires, de l'eau industrielle, et puis effectivement le refroidissement qui est voilà, dans une catégorie un peu différente. Donc c'est bien sur l'eau industrielle qu'on va travailler dans un premier temps en s'inspirant de ce que font les autres industriels, puisque là, nos process sont très analogues. Voilà. Donc quand on est en bord de rivière, il faut gérer pas mal de choses. Il faut gérer les rejets thermiques. Donc là, évidemment, ça va dépendre de la conception du système, comme je disais. Il y a des encadrements réglementaires très précis et dans un certain nombre de cas limitants, j'y reviendrai. Et voilà, on peut avoir des échauffements après mélange de quelques dixièmes de degrés quand on a des aéroréfrigérants. En revanche, on a plutôt quelques degrés en circuit ouvert. Il faut gérer les situations d'étiage et de canicule. Alors, on a des organisations dédiées, et notamment on utilise les capacités de prévision fine qu'ont développé les services techniques de l'hydraulique. Donc ça nous permet d'avoir voilà, des scénarios. Voilà, vous voyez qu'effectivement, quand on est dans la prévision, on n'est jamais sûr, donc on est obligé de faire un faisceau de scénarios avec différentes probabilités. Le cas échéant, on renforce la surveillance de l'environnement. Ça, j'y reviendrai. Et puis, il y a une question de gestion des rejets liquides aussi, puisque, voilà, comme toutes les industries, même si on recycle pas mal d'eau, à un moment donné, il faut renouveler les stocks. Et donc, on a des effluents qu'on doit rejeter dans des conditions de dilution qui correspondent à ce qu'on a étudié dans les études d'impact. Et quand on est en situation exceptionnelle, soit de crue, soit d'étiage, eh bien, là, on n'est plus dans l'épure de nos études d'impact. Donc là, la solution, c'est d'attendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a des réservoirs. Et dans un certain nombre de cas, on n'est pas obligé de rejeter en continu. Justement, on a des réservoirs pour pouvoir se positionner nos rejets dans les meilleures périodes. Donc ça peut amener à y compris des gestions coordonnées entre sites. C'est ce qu'on fait sur la Loire. Voilà. Alors j'ai fait un focus sur les rejets thermiques parce que voilà, c'est quand même la question centrale pour nos rejets. Toutes les installations industrielles qui ont des rejets thermiques sont réglementées. Ça, c'est un encadrement qui est général. Dans le cas d'EDF, comme on a commencé à construire des centrales thermiques depuis les années 60-70, en fait, c'est depuis ces années-là qu'on a commencé à demander à notre R&D d'étudier les effets des centrales, de la thermie sur les organismes. Et comme je disais, les organismes aquatiques qui sont sensibles notamment à la disponibilité de l'oxygène qui dépend directement de la température. Et comme donc la température, ça fait partie des limites environnementales pour lesquelles on peut avoir besoin de faire des réductions d'activité. Mais il faut quand même avoir en tête que c'est quand même quelque chose de très général de réduire son activité
quand on a des limites environnementales. Je parlais des barrages et de l'hydraulique. Ça fait très longtemps qu'il y a des débits réservés, c'est-à-dire de l'eau qu'on ne peut pas turbiner parce qu'on la laisse dans la rivière, parce que, en termes d'environnement, voilà, on a décidé qu'il fallait se priver d'un peu de production pour laisser de l'eau dans la rivière. Vous savez que, effectivement, les éoliennes, notamment, ont de plus en plus des restrictions de fonctionnement et donc elles doivent s'arrêter pendant certaines périodes de migration des oiseaux, voire il y a des dispositifs particuliers. Donc, qu'on réduise la production d'électricité parce qu'on atteint certaines limites environnementales, c'est tout à fait courant. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Mais effectivement, on a regardé quand même particulièrement ces effets depuis... voilà, on a retrouvé même un comité scientifique qui, dès 1962, regardait ça. Et les services d'EDF ont toujours regardé ça avec des partenaires académiques, avec d'autres chercheurs. Donc voilà, pas mal de programmes de R&D depuis les années 70, parce que c'était un sujet qui méritait d'être regardé. Il y a quand même eu un tournant en 2003. Parce que là, c'est vrai que la canicule de 2003, ça a été un coup de semonce pour des pans entiers de nos activités, de l'activité en France. Mais effectivement, pour la production d'électricité, c'est là qu'on s'est aperçu qu'effectivement, on avait notamment des limitations qui pouvaient devenir, concerner plusieurs centrales en même temps pendant un épisode caniculaire. Et que là, ça pouvait mettre en difficulté même le système électrique. Donc c'est là qu'en 2003, la situation de 2003 avait quand même pas été anticipée dans l'ampleur qu'elle a eue. Et les dispositions qu'on a prises à l'époque, elles ont été trouvées. On a trouvé des modes d'aménagement des limites, parce qu'il y avait un besoin vraiment particulier du service de l'électricité. Mais on l'a fait sous le mode crise. Il a fallu monter des interministériels pour faire ça. Et puis derrière, effectivement, les pouvoirs publics ont dit il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles sur la recherche et il faut lancer, notamment sur le Rhône, une grande étude thermique. Et effectivement, ça a été la première, entre guillemets, grande étude thermique. Voilà, donc on a étudié la thermie de certains fleuves, en particulier Rhône, et puis on a lancé très concrètement un programme, c'est quand j'ai plus longtemps, ce qu'on a appelé un programme thermie-hydrobiologie, pour lequel on a fait une première série d'études qui nous en ont appris pas mal sur les effets de la température. Et récemment, on a lancé un deuxième programme, 2016-2020, et récemment, on a lancé un troisième programme, parce que le sujet continue d'intéresser et on a toujours plus de questions. C'est un petit peu le problème avec la recherche. Alors, quand même, ces programmes, ils nous ont appris des choses importantes sur l'évolution des systèmes aquatiques des grands fleuves français sur les 4 décennies dernières. Alors, ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, comme on suit, et c'est vrai que c'est aussi une obligation réglementaire, on a des banques de données absolument extraordinaires parce qu'elles sont anciennes, elles sont homogènes et elles sont sur l'ensemble d'un linéaire de fleuves. Par exemple, sur le Rhône, on a des surveillances de température, de paramètres physiques, de paramètres des écosystèmes, depuis 40 ans, faites de façon rigoureusement comparable. Et donc ça donne une banque de données formidable, qui est rare en fait dans le monde de la recherche. Donc ça a beaucoup intéressé les... Et donc, voilà, on a clairement mis en évidence que les changements globaux, le fait que ça change dans les rivières, la température change, les écosystèmes changent,
les évolutions biologiques, elles sont vraiment déterminées par ces changements globaux. Quand on dit changements globaux, c'est le changement climatique, en fait. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et donc, le résultat important, c'est que ces évolutions, c'est les mêmes à l'amont et à l'aval de la centrale. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence, ce qu'on cherche quand même à caractériser, c'est si la centrale, les rejets de la centrale, ils aggravent ou pas ces effets. En fait, on a pu démontrer que non, statistiquement non, les évolutions sont les mêmes. Donc ça, c'est quand même un résultat extrêmement important. Voilà. Et donc, on a aussi caractérisé la réponse écologique à l'effet thermique ajouté des centrales, et on peut conclure que c'est généralement ténu et localisé sur quelques kilomètres en aval des rejets. Alors évidemment, alors ça c'est un résultat auquel on s'attendait tout à fait dans le cas des centrales avec des aéroréfrigérants parce que, je vous l'ai dit, les échauffements sont quand même vraiment minimes. Voilà. Pour les centrales avec des circuits ouverts, c'était pas tout à fait évident et c'est vrai qu'on voit quand même, on peut voir quelques évolutions, mais on voit le retour à la normale voilà, quand on est dans les zones de fin de dilution. Voilà. Donc voilà, nos données permettent d'être vraiment des observatoires de l'évolution des grands fleuves. Comme je vous disais, on a pu documenter, parce que c'est pas le tout de se dire c'est évident, mais encore faut-il le documenter. Augmentation de la température d'eau, diminution des débits. Alors, amélioration de la qualité de l'eau, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ça se voit sur nos mesures. Dans la Loire, par exemple, on a une clarification considérable de l'eau par rapport à ce qu'on observait il y a 20 ou 30 ans. Donc il y avait beaucoup d'eutrophisation, il y avait beaucoup d'opacité. Alors effectivement, il y a aussi des effets particuliers parce qu'il y a eu des colonisations intenses de bivalves qui filtrent en fait l'eau. Et donc voilà, donc ça donne des effets qui peuvent être contrastés, mais ils ne sont pas tous négatifs. Et on a, voilà, clairement, on voit bien apparaître les espèces thermophiles et on voit reculer les espèces qui aiment les eaux froides. Et malheureusement, dans les espèces qui aiment les eaux froides, il y a les espèces que les pêcheurs aiment bien pêcher, donc ça c'est plus compliqué. Voilà. Donc voilà nos différents programmes, voilà, donc, avec les grandes conclusions, des programmes de recherche qui ont aussi une conséquence importante parce que c'est à partir de ces programmes de recherche que l'on positionne la façon dont on surveille l'environnement pendant tout au long de l'année régulièrement et en particulier pendant les épisodes de canicule. Donc cette R&D, elle est très importante pour nous. Alors, notamment parce que c'est la R&D qui permet d'avoir des données de connaissances sur les écosystèmes, et c'est quand on a des connaissances sur les écosystèmes qu'on peut avoir des études d'impact, démontrer des choses dans nos études d'impact, et quand nos démonstrations sont satisfaisantes dans les études d'impact, l'administration nous fixe des limites. Voilà. Donc, ces limites, c'est ce qu'on appelle l'encadrement réglementaire, et après 2003, en fait, on l'a fait évoluer de façon à pouvoir prendre en compte de façon réactive les situations un peu exceptionnelles, qui restent rares aujourd'hui, mais des situations où on aurait besoin, voilà, où le fait d'arrêter les centrales à cause des limites environnementales est une difficulté pour RTE. Donc ce n'est pas EDF, producteur, qui décide, c'est le RTE qui établit ses besoins, qui dit « Ah non, mais là, vous ne pouvez pas arrêter la centrale de Bugey parce que je vais en avoir besoin. » C'est souvent des questions d'équilibre de tension localement. Ce qui s'est passé en 2022, c'était encore une autre... pour vous dire que ce n'est pas EDF qui demande, mais c'est le RTE. Et puis en 2022, c'était encore autre chose. C'est le ministère qui nous a demandé de maintenir en fonctionnement un certain nombre de centrales parce que cet été-là,
il fallait économiser du gaz à cause de l'invasion de l'Ukraine. Et donc, on a eu aussi... Voilà. Donc, dès lors qu'il y a une demande, une nécessité publique, en fait, dans ces cas-là, on rentre dans un cadre réglementaire qui a été adapté exprès, qu'on appelle conditions climatiques exceptionnelles, voire situation exceptionnelle, et qui permet temporairement d'avoir des limites un peu étendues, ce à quoi on répond aussi par une surveillance environnementale renforcée. Voilà, donc quand on rentre dans ces situations particulières, on a du coup des limites qui ont été adaptées, qui sont un petit peu plus larges, mais on a aussi une surveillance particulière de l'environnement, une surveillance renforcée. Et d'ailleurs, on a tiré là aussi pas mal d'enseignements de cette surveillance, notamment ça nous permet d'en savoir un peu plus sur ce qui se passe dans les situations, les épisodes chauds. Donc ça va être... Là, on parle de quelques jours dans l'année. Alors, effectivement, pour montrer, puisque ça, c'est des questions qu'on nous pose très souvent, donc les limites environnementales peuvent nous amener effectivement à avoir des réductions de production. Donc, en 2003, ça reste quand même l'année la plus forte, où là, on est passé à pratiquement, vous voyez, 6 TWh, donc c'est assez conséquent. Après, on a eu des épisodes assez marqués 2018, 2019, 2020. Et puis depuis, et même en 2022, en fait, c'est resté extrêmement limité. Donc, au global, ça reste quand même des contraintes de production qui restent limitées et qui représentent 0,3% de la production nucléaire. Donc, c'est quand même assez marginal aujourd'hui. Même si, effectivement, il faut quand même qu'on regarde en détail à quel moment ça se produit. On a, alors je ne l'ai pas mis là avant de passer, parce que je vais venir sur l'adaptation au changement climatique. Bien sûr, on s'est posé la question de, voilà, mais ça c'est le rétroviseur, c'est ce qui se passe depuis les années 2000. Voilà. Qu'est-ce que ça va devenir à l'horizon 2050 ? Donc ça fait partie effectivement des questions qu'on se pose sur la partie d'adaptation au changement climatique. Alors, voilà, j'ai beaucoup parlé d'eau. Côté température, c'est également très très visible. Alors ça, c'est des graphes produits par Météo France qui sont assez parlants. Voilà, parce que effectivement, vous voyez des écarts de température en ordonnée et en abscisse. Les écarts de précipitation par rapport à la normale. Et puis, plus c'est foncé, plus c'est récent. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même clairement une tendance à ce qu'il fasse plus chaud et plus sec. Donc ça c'est là. Mais vous voyez que même si 2022 a été un pic, 2003 reste quand même l'année marquante. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas encore dépassé la canicule de 2003, qui a quand même été l'épisode le plus sévère, celui qui a vraiment été le déclencheur, en tous les cas chez nous, d'un premier plan qu'on a appelé grand chaud. Voilà, à l'époque, on l'a appelé comme ça. Aujourd'hui, on est plus maintenant sur des plans adaptes, parce que on a vraiment la conviction que c'est le changement climatique qui est à l'œuvre et que maintenant, il faut être dans l'adaptation. Ça, je vais y revenir. Voilà, donc c'est une visualisation qui est assez parlante de... je crois que c'est le GIEC qui l'a donné, de ce que représente aujourd'hui l'évolution, le changement climatique à l'œuvre depuis la période pré-industrielle. En 2020, on est là, mais il y a encore différents scénarios possibles. Et suivant les trajectoires qu'on se donne sur le changement climatique, on va vers des scénarios sévères à
très très sévère. Malheureusement, la trajectoire actuelle, vous voyez, elle est dans le high. Ça veut dire qu'on est aujourd'hui dans une continuation une aggravation des effets du changement climatique qui sont malheureusement, voilà, qui vont pour voilà, les personnes nées en 2020 rentrer dans des zones à très forte intensité fin de siècle. Ça, c'est vraiment... Alors les SSP, ça décrit les scénarios de forçage induit par l'activité anthropique. Là, c'est vraiment la quantité de gaz à effet de serre que l'on injecte dans l'atmosphère. Et comme vous savez que le cycle est malheureusement trop long pour qu'on ait des réabsorptions, en fait, le forçage thermique... malheureusement, voilà, si on reste sur les trajectoires, on est quand même plus près des SSP 3, 7.0 ou 5, 8.5. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans tous nos modèles de prévision, malheureusement, on s'est calé sur ces scénarios-là, les 8.5. Voilà. On s'est calé là-dessus parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'éléments pour dire que ces scénarios, on peut les éviter. En fait, malheureusement, tout montre que les trajectoires actuelles, elles sont très peu déviées des trajectoires qu'on avait avant 2000 sur l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Donc, bon, ADF, c'est quand même un sujet qu'on suit de près depuis déjà un bon moment. J'ai parlé de tout ce qu'on faisait sur l'eau. Mais le changement climatique aussi, c'est vraiment un focus de nos chercheurs qui avaient déjà, alors c'était plutôt des petites cellules, mais voilà, ils avaient déjà travaillé, on avait déjà quelques éléments. Comme je vous ai dit, on voit bien là sur le 2003 notre premier plan aléa climatique avec un référentiel de sûreté grand chaud qu'on a établi peu après 2003. Donc grand chaud, ça veut dire qu'on a réexaminé au titre de la sûreté tous les scénarios de température élevée dans les locaux, la capacité des matériels à fonctionner à température élevée. Et ça nous a amené à introduire pas mal de changements sur un certain nombre de matériels, soit les remplacer par des matériels qui résistaient plus, et puis dans un grand nombre de cas, on a renforcé les ventilations, amené de la production de froid, et puis amené aussi des procédures d'exploitation qui permettaient de mieux se protéger. En fait, nos équipes de R&D, elles ont développé des capacités de faire l'intermédiaire entre ce qui est dans le domaine scientifique, les grands modèles globaux, et ce dont on a besoin dans les métiers, c'est-à-dire des déclinaisons à des mailles plus faibles et donc plus pertinentes pour nous. Et c'est tellement important, enfin, ils ont tellement de demandes de tous les métiers pour avoir, entre guillemets, une sorte de traduction des effets du changement climatique sur les métiers, qui se sont créés, voilà, nous on appelle ça maintenant le service climatique. Donc à partir de 2014, donc ça fait déjà plus de 10 ans, il y a vraiment une équipe, aujourd'hui je crois que c'est quasiment une quinzaine de personnes, qui sont vraiment là pour être bien sûr complètement, de suivre de très près tout ce qui est produit par toutes les équipes qui alimentent le GIEC, et puis décliner pour nos propres besoins. Et comme vous le voyez, et décliner pour nos propres besoins, c'est aussi décliner des modèles, j'y reviens, hydrauliques, des domaines sur l'eau, sur les questions de précipitation, qualité, quantité de la ressource en eau, et ça c'est très spécifique à nous. Voilà. Donc, bon, après, on a différentes dates, mais c'est vrai que, notamment, c'est à peu près en 2019-2020 qu'on a vraiment mis sur pied, au niveau de notre direction de la production nucléaire et thermique, un plan spécifique, ADAPT, sur lequel je vais maintenant venir. Voilà, le service climatique, voilà, donc il va chercher les données,
il développe des outils, des méthodes et il fournit de l'expertise voilà, pour les métiers. Et voilà, ce qui est quand même, ce qu'il faut quand même pas oublier de rappeler, c'est que l'adaptation, c'est vrai que c'est l'enjeu de demain. On va parler de s'adapter aux événements intenses, renforcer la résilience des territoires, s'adapter aux évolutions progressives, l'augmentation des températures, etc. Mais il y a toujours et encore un enjeu d'atténuation. Voilà, même si on prend en compte des scénarios pessimistes où les émissions continuent d'augmenter, lutter contre les effets de serre, réduire les émissions, ce qu'on appelle l'atténuation, c'est quand même le point clé, quoi. Et pour le secteur de la production d'énergie, on a un rôle essentiel à jouer, comme vous l'avez bien rappelé dans l'introduction. Donc c'est pour ça que, notamment, on a conduit un travail un peu particulier, un peu spécifique, parce que, bien sûr, on disait que le nucléaire ne produit pas de CO2, mais voilà, on s'est aperçu que s'était développé une espèce de légende urbaine, que c'était pas tout à fait vrai, qu'il y avait plein d'émissions cachées, parce que dans le cycle de vie, on faisait plein de CO2 quand on construit la centrale, quand on la démantèle, etc. Donc on a décidé de mettre les choses à plat et de demander, parce que là aussi on a des services de la R&D qui sont un peu spécialisés là-dessus, de nous faire de façon extrêmement précise, documentée et transparente une étude complète d'analyse de cycle de vie. Parce qu'il y a des méthodes pour ça. Il y a des normes, il y a des méthodes, donc c'est pas quelque chose qu'on fait. Voilà. Enfin, il y a des gens qui font des choses qui ressemblent, des bilans carbone, etc. Mais non, ça c'est vraiment une analyse cycle de vie suivant la norme. Et on l'a fait évaluer par un panel indépendant. Voilà, de façon à clairement asseoir pour le parc français. Ça ne va pas être le même chiffre. C'est pour ça que vous voyez souvent... le GIEC a retenu le chiffre de 12 grammes de CO2 par kilowattheure, sachant qu'ils ont compilé plusieurs études, dont certaines sont quand même un peu biaisées. Enfin bon, 12 grammes, c'est un chiffre correct. C'est vrai que nous, en France, pour plein de raisons, on arrive à un chiffre inférieur de 4 grammes et qui est assez cohérent avec ce que le CEA avait publié il y a quelques années, ce que l'ADEME avait publié il y a quelques années. Mais j'ai une bonne nouvelle, en fait, depuis qu'on a fait notre étude, qu'on l'a publiée, qu'on est allé plancher devant l'ADEME pour la présenter, ils ont eux-mêmes changé la valeur dans leur base de données et dorénavant, même dans la base de l'ADEME, c'est 4 grammes qui apparaît. Voilà, donc il faut quand même le redire parce que c'est quand même la preuve que oui, quand on produit de l'électricité avec du nucléaire, eh ben, on se range du bon côté des moyens de production, ceux qui sont bas carbone. L'hydraulique, le renouvelable, éolien solaire et le nucléaire, même combat bas carbone. Et l'écart est immense avec la production d'électricité par énergie fossile. L'écart, il est immense parce que le nucléaire français, c'est 4, le gaz, c'est 400, et le charbon, c'est entre 800 et 1000. Donc on n'est pas sur des variations de 20%, 50% ou du simple au double. Le facteur, c'est 100 et 200. Donc c'est énorme. Donc vraiment, voilà, déjà, voilà, une contribution qu'il ne faut jamais oublier de rappeler à l'atténuation par le parc nucléaire. Bon, après, même si le nucléaire est vertueux dans sa contribution à l'atténuation, eh ben, il est malheureusement, comme les autres infrastructures, victime du changement qui est malheureusement en train inéluctablement de se déployer. Donc, on a besoin d'adapter nos installations. Bonne nouvelle, quelque part, il y a des capacités réelles d'adaptation technologique des installations qu'on peut aller chercher, notamment en comparant ce qui se fait déjà aujourd'hui dans des pays qui sont déjà très chauds, très secs, les deux,
Et voilà, force est de constater que on construit des centrales, et on a construit et on continuera de construire des centrales nucléaires dans des climats très chauds. Baraka aux Émirats, une centrale qu'on cite souvent dans nos comparatifs, qui est en Arizona, le complexe de Palo Verde, qui est installé en plein désert, en l'absence complète d'eau. Il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas de rivière, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lac, il n'y a rien. Alors comment ils font? Ils vont chercher de l'eau usée de la ville de Phoenix, qui est à quelques dizaines de kilomètres. Voilà, ils récupèrent cette eau, elle est traitée par la ville de Phoenix, elle est amenée par conduite, elle est retraitée quand elle arrive, et elle sert à alimenter les aéro-réfrigérants que vous voyez sur cette petite photo. Voilà, mais on a aussi d'autres exemples. Il y en a même qu'on connaît très très bien, parce que Taishan en Chine, c'est des EPR, et c'est un climat quand même très chaud, notamment en température d'eau. Et puis alors, il y a l'extrême de l'extrême. On peut même construire des grosses centrales thermiques vraiment sans eau, avec des réfrigérants à sec. Donc ça, c'est un exemple en Afrique du Sud, une grosse centrale au charbon sur lequel ils n'ont même pas réussi à avoir des eaux usées comme les Américains de Palo Verde. Ils ont été obligés de construire des installations d'échange à l'air. Enfin, c'est comme un radiateur de voiture, en fait. On peut refroidir avec l'air. Bon, ça a des gros inconvénients. C'est assez cher, ça prend beaucoup de place, ça fait beaucoup de bruit, et ça vous casse le rendement aussi. Donc, on produit beaucoup moins d'électricité. Voilà, donc, bon, maintenant, s'il y a une nécessité de le faire, on peut le faire. Mais c'est sûr qu'on ne va pas regarder ces solutions avant d'avoir épuisé les autres solutions. Oui, j'ai bientôt terminé. Voilà. Donc pour nous, sur l'adaptation au changement climatique, déjà on s'appuie sur ce que déjà aujourd'hui on fait en termes de réexamen régulier de notre conception. Parce que déjà on part quand même sur des conceptions robustes des centrales nucléaires. De fait, on a déjà, dès l'origine, regardé qu'elles puissent faire face à des aléas extrêmes, à des inondations, à des grands vents, etc. Donc déjà, on part quand même d'une base intéressante. Et de toute façon, depuis qu'elle fonctionne, tous les 10 ans, on a des mécaniques de réexamen qui ont embarqué régulièrement du retour d'expérience à l'international, du retour d'expérience des accidents comme Fukushima par exemple. Et en fait, les niveaux des aléas pour les agressions, notamment les agressions externes d'origine climatique, ils ont de toute façon déjà été plusieurs fois réévalués. Et on va continuer avec cette démarche. On s'est également engagé à faire tous les 5 ans une veille climatique quinquennale, donc on réexamine où on en est de notre veille climatique. Et puis on surveille en continu les événements climatiques majeurs. Voilà, on a mis en place des recueils, des registres. Voilà, il y a toute une mécanique d'ingénierie qui est à l'œuvre et qui a été plutôt renforcée. Et effectivement, c'est fort en fait de ces différents processus qui finalement se renforcent les uns les autres que nous, on estime effectivement, et on n'est pas les seuls à estimer, l'autorité de sûreté nous interroge régulièrement. Notre dispositif, en tous les cas, il a vraiment une assez bonne robustesse. Voilà, le projet ADAPT, on l'a quand même lancé en se disant qu'il fallait explorer d'autres dimensions que juste la dimension technique de la sûreté. Et donc, on a pris une posture qui n'est pas habituelle dans nos études d'ingénierie, c'est de dire qu'il faut qu'on soit encore plus en rupture et qu'on regarde autour de nous et qu'on regarde avec des logiques systémiques. Alors voilà, là c'est un petit peu plus, c'est même très nouveau. On a structuré ce projet avec un premier lot sur la ressource en eau, donc, dans lequel on a réembarqué beaucoup des actions, dont certaines que j'ai évoquées. Un lot sur l'outil industriel pour réexaminer notre résilience.
Mais on a aussi introduit notamment des lots tournés vers l'externe, hein, en se disant on peut arriver à des moments de criticité extrême où finalement sur le territoire, voilà, si les écoles, les routes, les ponts, voilà, si ça se passe mal, si le territoire n'est pas non plus dans des logiques d'adaptation, il y a des territoires très forestiers qui peuvent subir aussi des conséquences importantes. Si on se contente de regarder ce qui se passe chez nous, ça ne va pas suffire. Voilà. On a voilà, un enjeu de production d'électricité et un enjeu d'interaction avec les territoires qui fournissent des services. Et puis, voilà, on a effectivement un tissu industriel, des prestataires, des fournisseurs, des services qui sont fournis par le territoire, qui sont importants. Et je rajouterais dans notre lot sur la ressource en eau, ce qu'on regarde aussi, je vous ai beaucoup parlé des solutions technologiques, bien sûr, hein, on va aller chercher des solutions technologiques pour notre adaptation, mais en fait ce qu'on va faire, ça c'est un peu plus nouveau, on va aussi regarder les solutions fondées sur la nature. Qu'est-ce qui se passe avec la biodiversité? Est-ce qu'on peut aller chercher des idées, des solutions qui vont aussi se baser sur les ressources naturelles. Voilà, donc les questions d'habitabilité des territoires qui nous font voilà, travailler la question des aléas, de l'évolution de la ressource en eau, du changement climatique à l'échelle du territoire, de regarder donc les impacts de nos rejets et nos consommations d'eau, et de regarder autour, notamment des questions sur la régulation du cycle de l'eau, la biodiversité, la mitigation des effets du CO2. Donc on travaille aussi pas mal sur la séquestration du carbone dans les sols et dans les forêts, ou par exemple sur des projets de replanter des bordures d'arbres le long des cours d'eau, pour recréer des environnements ombragés qui seraient moins chauds. Donc c'est ce qu'on appelle des ripisylves. Et parce que notamment, on s'est aperçu qu'il y a dans certains pays, c'est très très sérieux, hein, des résultats de maintien, voilà, de bons résultats en termes de baisse des températures. Alors c'est souvent les pêcheurs qui sont à l'origine de ces projets, mais c'est assez intéressant. Voilà. Donc pour nous, après, on a développé un plan eau, donc là je vais aller vite, mais voilà, précisément pour économiser l'eau, on a structuré un plan eau avec une approche quantitative sur une meilleure connaissance notamment de nos prélèvements et de nos rejets d'eau, de voir effectivement tout ce qu'on pouvait faire pour réduire nos consommations. Et puis on a aussi, on va vers quelques idées un peu plus en rupture que clairement, il y a quelques années, on n'aurait même pas regardé. Et aujourd'hui, voilà, on regarde des choses qui peuvent paraître étonnantes, mais je vais vous en montrer une. Et puis voilà, on regarde aussi le volet qualitatif. Voilà, quand je vous dis qu'on regarde des choses un peu étonnantes, notamment, vous voyez là, on a identifié une start-up américaine qui développe des systèmes qui récupèrent une partie de l'eau dans les panaches de nos aéroréfrigérants. Et c'est assez sérieux, en fait, quand je vous dis qu'effectivement, c'est vraiment des technologies, je pense qu'il y a 5 ans, on n'aurait vraiment pas regardé. Bon, là, non seulement on regarde, mais on les a engagés on construit un pilote industriel, un pilote industriel de belle taille, sur le site de Bugey. On a une installation test sur lequel, ça je ne sais pas ce que c'est, j'ai dû faire quelque chose. Merci.
Et donc on va regarder, alors comment ça marche, hein. Globalement il y a un effet électrostatique hein, là derrière, hein, c'est-à-dire que les plaques qui sont positionnées dans le panache, on les met à un certain niveau de champ électrique et du coup il y a un effet d'attraction des gouttelettes du panache. Voilà, donc on a besoin de ce pilote parce qu'il faut qu'on quantifie les effets. Mais en fait, on s'aperçoit que même en récupérant que quelques pourcents du panache, même si c'est quelques pourcents, alors dans les meilleurs des cas c'est 10%, mais on pense que ça sera plutôt 3 ou 4, en fait il y a quand même une belle quantité de vapeur d'eau qui passe dans ces tours, et donc même si on récupérait 4-5%, ça représente quand même à peu près ce qu'on utilise pour notre eau industrielle. Donc c'est pas idiot en fait. Hein. Voilà. Et puis effectivement, ben, on a pas mal de choses à regarder pour cartographier nos flux, tout bêtement refaire nos réseaux d'eau, travailler sur nos eaux perdues, les réutiliser, et puis travailler aussi sur nos réservoirs d'effluents. Et puis qualitativement, voilà, on a quelques idées là sur le recyclage, les capacités d'entreposage et la métrologie. Et puis un dernier point hein, sur lequel on veut vraiment travailler, parce qu'en fait, on a quelques centrales qui, bien que dotées d'aéroréfrigérants et ayant un impact extrêmement faible sur la température du fleuve, comme par exemple la Golfech sur la Garonne, en fait, on a un encadrement réglementaire qui est extrêmement limitant et qui est basé sur une température absolue. Sauf qu'à 28 degrés, maintenant, on s'aperçoit que la Garonne, elle arrive à 28 degrés en fait. Donc en fait, ce n'est pas du fait d'EDF. La Garonne arrive à 28 degrés et la réglementation nous dit, à 28 degrés, vous n'avez plus le droit de fonctionner. Voilà. Bon, ça, on dit avec le changement climatique, c'est plus adapté comme approche. Il faut qu'on trouve une approche différente. Et bien sûr, encadrer l'écart de température, c'est légitime, c'est l'effet qu'on produit. Mais interdire le fonctionnement alors que l'échauffement ajouté est extrêmement faible, ça nous paraît disproportionné et donc on est bien décidé à argumenter pour faire évoluer ces types d'encadrement réglementaire. Voilà. Et donc je n'ai pas trop regardé ma montre, donc j'espère que ça a dû être un peu long. Voilà. Et puis je vous ai mis quelques références notamment un livre qu'on a appelé Centrale nucléaire et environnement, qui est une mine d'informations et que vous pouvez télécharger avec le QR code. Voilà.